connaissez Genève, la Suisse, le chocolat. Le Genève occupe une place à part dans la Confédération helvétique dont elle fait partie depuis 1815. Au centre des grands courants d'idées qui ont déferlé sur l'Europe au cours des siècles, sa renommée est unique. Son nom est symbole de paix et de fraternité. C'est la plus grande des petites villes ou la plus petite des grandes villes avec moins de 200 000 habitants. Quelques grands noms ont marqué particulièrement son histoire. Citons Jules César, qui a arrêté l'avance des Helvétiques et commencé la conquête de la Gaule, Jean Calvin, Jean-Jacques Rousseau, Henri Dunant et Woodrow Wilson. Alors pourquoi je vous présente tout ça? Eh bien tout simplement parce que je vais vous proposer des jeux sur Genève. Tout un tas de jeux et je vous donnerai la réponse tout simplement dans une autre vidéo. Alors, nous allons tout de suite commencer cette vidéo par à la perle du lac. Alors, je commençais ma visite de Genève par un bon déjeuner sur les terrasses du fameux restaurant La Perle du Lac, d'où je contemplais paresseusement le Mont Blanc. Ces 4807 mètres, donc ça fait un petit moment que ça a été écrit, ont été gravis pour la première fois par Jacques Balmat et le docteur Paccard en 1786. Un célèbre savant genevois, Horace Bénédicte de Saussure, allait renouveler lui-même cet exploit l'année suivante et en tirer d'intéressantes observations scientifiques. On dit que celui-ci se passionnait aussi pour l'arithmétique. Il aimait présenter ces deux problèmes suivants. Comment obtenir 1 en utilisant une fois et une seule chacun des 10 chiffres de 0 à 9 et en ne faisant intervenir que des opérations élémentaires. Et ensuite, comment obtenir 100 de la même manière. Donc ça, c'est la première énigme que vous allez avoir à résoudre. Deuxième énigme sur l'île Rousseau. Après déjeuner, je marchais le long des quais, je m'achetais rue du Mont-Blanc, une montre suisse, bien sûr, un cadran classique. Puis je traversais le Rhône en m'arrêtant sur l'île Rousseau, qui faisait jadis partie des fortifications de la ville. Alors vous noterez que c'est écrit au passé simple. Je marchais, tu marchas, il marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent. Après avoir admiré la statue du célèbre philosophe, j'observais qu'il était à ma montre plus de 3h20, mais moins de 3h25. Je voulus alors faire des essais de réglage d'heure. J'avançai alors ma montre quelque peu et constatai que la grande aiguille recouvrait alors la précédente place de la petite, tandis que la petite prenait la précédente place de la grande. Quelle heure était-il exactement? Eh bien, deuxième énigme. Et nous allons ensuite passer aux autres énigmes. Alors, vous mettrez sur pause pour répondre à toutes ces énigmes. Prenez votre temps. Troisième énigme, dans le jardin anglais. J'arrivai ensuite au jardin anglais dont les 2 hectares furent gagnés sur le lac Léman. Quelques statues y alimentent une fontaine. Chacune d'elles représente un des 4 grands fleuves qui prennent leur source en Suisse. C'est ainsi que le Pô remplit le bassin à lui tout seul en 2 jours. Tandis qu'il faut 3 jours au Rhin, 4 au Danube et 1 au Rhône. Vous vous rendez compte de tous les fleuves qui passent dans ce pays. Lorsqu'il cesse d'être alimenté, le bassin s'évapore complètement en 20 jours. Combien de temps faut-il aux 4 statues pour remplir le bassin lorsqu'elles coulent simultanément? Et nous allons bien entendu passer à une autre énigme. Donc vous mettez sur pause, imprime écran, etc. Et cette 4e énigme, c'est près du quai. Je suivis alors le quai Gustave Ador pour aller admirer le fameux jet d'eau qui, du 15 mars au 15 octobre, change véritablement la physionomie de la ville. On dit que chaque goutte d'eau est propulsée verticalement dans l'atmosphère avec une vitesse de 200 km/h. Ce jet d'eau atteint, paraît-il, 140 mètres. Dans quelle proportion la résistance de l'air diminue-t-elle la hauteur totale du jet d'eau? Alors là, c'est de la physique. Bon courage à vous. On va passer, bien entendu, à la suivante. Au musée. Je continuais à suivre le lac Léman jusqu'au parc de la Grange que je traversais en admirant sa merveilleuse roseraie et son petit château du XVIIIe siècle.
Je me rendis au musée d'art et d'histoire où j'avais rendez-vous avec mon amie Francesca, originaire de Suisse, italienne. Elle a quelques connaissances en français, ainsi elle peut y exprimer environ les 3/4 de ses pensées et comprend la moitié de ce que je dis. En italien, par contre, je peux dire les 2/3 de ce que je veux, mais je ne peux comprendre que le tiers de ce qu'elle dit. Aussi, devant tant de difficultés, nous avons pris l'habitude de nous exprimer chacun successivement dans nos 2 langues maternelles. Quel est alors de nous deux celui qui comprend le mieux les pensées de l'autre? Donc là, c'est pile ou face. Hein. Mais, bien entendu, si vous trouvez, il faut expliquer comment vous avez trouvé. Et on va ensuite se rendre, bien entendu, à la cathédrale. J'arrivais enfin dans le vieux centre de Genève et j'admirais la place du bar du Four et pénétrait dans la cathédrale Saint-Pierre. Construite au XVe siècle, elle fut consacrée en 1535 au culte protestant. Plusieurs édifices religieux préalables, notamment du temps des Romains, y avaient été élevés. On fit récemment des travaux importants dans la cathédrale. C'est ainsi que l'un des vitraux cassés y a été remplacé par un vitrail moderne. Ah, ça me fait penser à quelque chose. C'est un cercle de 2 mètres de diamètre traversé par une croix formée par 2 segments perpendiculaires qui se coupent en un point situé à 50 cm du centre du vitrail. Et tandis que résonnaient d'admirables chœurs, quelques pensées d'ordre géométrique vinrent me distraire de ma concentration religieuse. Tiens, me dis-je, comme c'est étrange, la somme des carrés des longueurs des 2 segments formant cette croix fait autant de mètres carrés qu'il y a de... S'agit-il de nombre de vertus théologales ou celui des évangélistes, de celui des péchés capitaux ou de celui des commandements de Dieu? Donc là, place à ceux qui connaissent tout ça. Et la visite se termina peut-être, je ne sais pas, on verra, à la pâtisserie. Donc, je continue ma promenade et dirigeais mes pas vers la grande rue. C'est au numéro 40 que Jean-Jacques Rousseau naquit. En face se trouvait une appétissante pâtisserie aux délices de la grande rue, où j'entrais prendre un bon chocolat au lait avec 2 petits cakes et 3 parts de flan. Il y avait peu de clients et le patron fort aimable vint bavarder avec moi. Je suis spécialisé dans les cakes et les flans, car c'était, paraît-il, les gâteaux que Jean-Jacques Rousseau préférait quand il était petit. J'ai un bénéfice net de 20 centimes par cake vendu et de 50 centimes par part de flan. J'ai une clientèle potentielle pour 60 cakes et 80 flans chaque jour. Mais je n'ai pendant ce même temps à ma disposition que 150 œufs et 6 kg de sucre. Entre autres ingrédients, j'ai besoin d'un œuf et 50 g de sucre pour un cake, tandis qu'une part de flan correspond à un œuf et demi et 50 g de sucre. Je me demande quel est alors le nombre idéal de parts de flan et de petits cakes fabriqués chaque jour pour avoir un bénéfice net optimum. Que conseilleriez-vous au patron des délices de la Grande Rue? Eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et notamment la vidéo dans laquelle je vous donnerai les réponses. Merci. Au revoir.